Aussi, la GPA et l'esclavage, certains disent on exagère, c'est pour attirer l'attention, ce sont des grands mots. Mais ils se trompent. La gestation par autrui est une pratique qui entre dans la définition juridique de l'esclavage, de la traite des personnes et de la vente d'enfants. Vous le savez, la GPA est un contrat qui prévoit la conception, la gestation, l'abandon et la remise d'un enfant par une femme, sa mère, à un ou plusieurs commanditaires. Qu'elle soit commerciale ou bénévole, cette pratique porte gravement atteinte à la dignité humaine, car elle traite des personnes comme des objets, des moyens de satisfaire un désir. Elle déshumanise donc la mère et l'enfant. La mère est considérée comme une simple gestatrice de l'enfant qu'elle attend, qu'elle doit abandonner à la naissance pour le remettre au commanditaire. C'est la négation des liens affectifs et physiologiques créés entre la mère et l'enfant pendant la grossesse. Provoquer délibérément une telle rupture est une grave atteinte à l'identité de la femme comme de l'enfant. La filiation de l'enfant est volontairement éclatée entre les fournisseurs de gamètes, d'ovocytes et de sperme, la mère porteuse et éventuellement son mari, et les commanditaires, ce qui veut dire que l'enfant peut avoir jusqu'à 6 parents. Ceci est manifestement contraire au droit de l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux, protégé, garanti par la Convention relative aux droits de l'enfant. Parler de nouvelles formes d'esclavage n'est pas une exagération rhétorique. C'est une réalité si on prend au sérieux le droit international comme français, qu'il s'agisse de la mère ou, de façon encore plus claire, de l'enfant. La gestation par autrui utilise la femme comme un moyen, un instrument permettant d'obtenir l'enfant désiré. Vous connaissez tous les cas d'exploitation des femmes, les fermes à bébés, les usines à bébés que l'on trouve dans certains pays. Une ONG indienne a même dénoncé le trafic de très jeunes filles, à partir de 13 ans, exploitées comme mères porteuses. Mais dans tous les cas, la gestation par autrui constitue une aliénation. Pour assurer que l'enfant sera conforme à toutes les normes fixées, la mère est étroitement surveillée pendant la grossesse, que ce soit fait par contrat et sous couvert de soutien psychologique comme aux États-Unis, ou de façon coercitive, comme souvent en Asie. De nombreuses agences, cliniques et autres intermédiaires tirent profit du fait que les femmes louent leur corps, ce qui constitue une nouvelle forme de proxénétisme. Et tout cela sans mentionner le commerce des ovocytes. De nombreuses jeunes filles vendent leurs ovocytes aux États-Unis pour payer leurs études. En Inde, le prix des ovocytes est multiplié par 3 si la donneuse est blanche plutôt qu'indienne. Et ils vont chercher dans ce cas-là les ovocytes chez des femmes d'Europe de l'Est. Dans la gestation par autrui, les femmes les plus pauvres sont utilisées uniquement pour leur fonction reproductive. Après la naissance, qui est le plus souvent par césarienne pour que la date puisse correspondre au billet d'avion des commanditaires, la mère disparaît. Elle ne figure pas dans l'ascendance de l'enfant. Pourtant, les États se sont engagés par des traités internationaux, non seulement à réprimer le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes sous toutes leurs formes, mais aussi à protéger la fonction de reproduction des femmes. Venons-en maintenant à l'enfant. Il est l'objet d'un contrat. Il est conçu, mis au monde et livré sur commande, en exécution d'un contrat. Qu'on le donne ou qu'on le vende, on dispose de lui comme d'un bien dont on serait propriétaire. Or, en droit international comme en droit français, la situation d'une personne sur laquelle s'exerce un ou plusieurs attributs du droit de propriété s'appelle l'esclavage. On dispose donc de l'enfant, c'est un attribut du droit de propriété, l'abusus. Que ce soit à titre gratuit ou onéreux n'y change rien, et que les intentions des commanditaires à son égard puissent être bonnes n'y change rien non plus. Par ailleurs, la Convention relative aux droits de l'enfant interdit la vente et la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Or, la vente d'enfants est définie comme le transfert d'un enfant d'une personne à une autre contre rémunération ou tout autre avantage. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, c'est donc clairement une vente d'enfants. Mais même lorsqu'il n'y a pas d'argent, dès qu'il y a un autre avantage, il s'agit d'une vente d'enfants. Encadrer la pratique de la gestation par autrui sous prétexte d'éviter les dérives équivaudrait à en accepter le principe. Or, cette pratique en elle-même viole la dignité des femmes et des enfants, quelles qu'en soient les modalités.
Elle ne peut pas être encadrée. Cela reviendrait à dire qu'on accepte l'esclavage, la traite des personnes ou la vente d'enfants, à condition qu'elle soit bien encadrée. Et s'incliner devant le fait accompli lorsqu'elle est pratiquée à l'étranger serait admettre que cette pratique est acceptable. Ce serait entériner l'achat d'enfants et l'exploitation des femmes et encourager la fraude à la loi des États qui ne l'acceptent pas. La gestation par autrui ne peut pas être éthique, car elle est intrinsèquement contraire à la dignité humaine. D'ailleurs, l'expérience prouve que l'encadrement est illusoire. En Angleterre, cette pratique est légale depuis 1985 et on assiste à toutes sortes de dérives. D'abord des paiements alors qu'ils sont interdits, des pressions sur l'entourage, une femme accepte d'être mère porteuse. Une femme de 46 ans en 2014 a accepté de porter un enfant pour son fils célibataire de 27 ans. Et la justice anglaise l'a accepté. Donc là, c'est même l'interdit de l'inceste qui est remis en cause. En outre, accepter le principe incite les personnes à y recourir. Pour 100 gestations par autrui pratiquées en Angleterre, il y en a eu 1000 en Inde par des ressortissants britanniques. 10 fois plus. C'est la presse anglaise qui l'a révélé à la suite d'une étude. Mais il y a des signes encourageants. Plusieurs pays, l'Inde, le Népal, la Thaïlande, ont récemment interdit la gestation par autrui aux étrangers. Ils ont fermé leurs frontières aux étrangers venus acheter des enfants chez eux. Et l'Inde se dirige vers une interdiction complète de la gestation par autrui, parce que ces pays ont vu que cette pratique est une forme d'exploitation des femmes et qu'elle traite l'enfant comme un objet, un bien que l'on peut vendre, ou dont on peut refuser la livraison s'il est défectueux. Au mois de décembre, le Parlement européen a condamné la pratique de la gestation par autrui. Le 15 mars, le Conseil de l'Europe a rejeté une proposition visant à admettre la maternité de substitution sous prétexte de la réglementer. Néanmoins, les promoteurs de cette pratique reviennent à la charge. Ils présenteront une nouvelle version de leur texte le 2 juin. Quel que soit l'habillage, ce sera probablement l'intérêt des enfants ou la lutte contre les abus, il s'agira toujours d'essayer de faire valider une pratique qui en elle-même viole la dignité humaine. Un contrat dont l'objet est un être humain, un enfant dont l'abandon par sa mère est programmé, dont la filiation est volontairement brouillée, ne peut produire d'effets juridiques reconnus par des États qui prétendent respecter la dignité humaine et les droits de l'homme. La France ne peut pas admettre cette pratique sur son territoire, ni s'incliner devant le fait accompli lorsque ses ressortissants, en violation du droit, vont à l'étranger acheter des enfants et exploiter les femmes vulnérables. La GPA doit être interdite et sanctionnée, comme toutes les autres formes d'esclavage, de traite des êtres humains et de vente d'enfants. C'est pour gagner de l'argent, pour financer l'organisation.